Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a passé le témoin à son homologue sénégalais Macky Sall à la tête de l'Union africaine au cours de la 35e Assemblée générale qui s'est tenue à Addis Abeba. Nous allons en parler dans cet entretien spécial qui reçoit l'ancien patron de la presse présidentielle, Abraham Lwakabonga, qui est dans nos murs, à qui nous disons bienvenue. Bonjour. Je l'ai dit dans l'entame de cet entretien que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, vient de passer le témoin à son homologue Macky Sall, le Sénégalais. On voudrait déjà voir votre argumentaire par rapport à ce qu'a été le mandat de Tshisekedi en Félix à la tête de l'Union africaine. Je crois que c'est un mandat qui a été globalement positif. Je sais qu'aujourd'hui, ceux qui rechignent à accepter le travail qui est fait par le chef de l'État vont mettre en exergue les différents coups d'État qui se sont déroulés. Parlons-en. 4 coups, ou plutôt 5 coups d'État, qui sont le reflet d'une politique interne de chacun de ces pays-là. Par ailleurs, on constate qu'il n'y a pas eu, dans ces pays d'obédience francophone, une réaction vive de la population. Était-ce à mettre au chef du chef de l'État, en tant que président en exercice de l'Union africaine? Je ne crois pas. Par ailleurs, revenons au bilan, le bilan du chef de l'État est positif. Axé sur la culture, il a été pratiquement dans tout ce qui a été grande manifestation dans lesquelles l'Afrique devait être représentée. En termes économiques, on l'a vu en Turquie, manifestation économique Turquie-Afrique, en France, France-Afrique et dans d'autres également, pour défendre le droit des Africains, pour défendre les valeurs africaines et la volonté des pays africains qu'il a eu à diriger pendant toute une année, de voir un développement intrinsèque se dérouler dans leur continent. La volonté du chef de l'État s'est exprimée, je crois, sans aller dans beaucoup de détails, car je laisserai cette primeur à son équipe qui l'a accompagné et qui nous a proposé un document qui sera bientôt diffusé, promulgué, la quintessence de ce qu'a été les 365 jours du chef de l'État à la tête de l'Union africaine. Sur le plan continental, quels sont les points indélébiles qui ont été posés par le président sortant à la tête de l'Union africaine, que l'on peut retenir d'une façon brève? On a vu le chef de l'État encourager, protéger ceux qui sont aujourd'hui une minorité en Afrique, les albinos. Chose rare. On a vu le chef de l'État également élever la voix pour l'égalité des droits des femmes, que celles-ci puissent accéder en grand nombre dans des fonctions. Je crois que les minorités se sont retrouvées au travers cette gestion du chef de l'État, sans oublier sa volonté exprimée et l'obtention qu'il a eue. Souvenez-vous, en Irlande, il a été discuté concernant la nature. L'Afrique est quand même sortie du Cap 26, je crois, avec beaucoup d'avantages en termes pécuniers, mais également en termes de protection d'environnement. Donc je crois, à mon avis, j'ai voulu mettre cela en exergue par rapport à ce qui se fait en commun, communément ici, voire ce qui, généralement, dont on ne parle pas. La protection de la femme, qui en Afrique subit encore beaucoup de situations que je peux dire ici, qui ne la protègent pas beaucoup. La protection des albinos qui, dans certains pays, par ailleurs, sont pris comme étant des rejets de la société ou des rebuts de la société. Le chef de l'État a tapé du poing de son mandat pour que ces petites minorités soient aujourd'hui et dans les années à venir protégées. Je crois que le chef de l'État pouvait avoir un meilleur bilan si la Covid-19 n'avait pas restreint tout ce qui était réunion en présentiel ou encore facilité de déplacement. Mais je crois que globalement, même les sceptiques devraient se dire que la RDC a tenu haut le flambeau de l'Afrique pendant le mandat du chef de l'État. Sur le plan sécuritaire continental, beaucoup de langues se sont levées pour dire que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'était pas à la hauteur au regard des coups d'État qui sont arrivés ça et là. Et quand vous aviez à parler dans votre intro, on a senti que vous l'avez un peu dédouané. Est-ce qu'il faudrait qu'on puisse les dédouaner ou bien on doit comprendre que ça n'a pas tenu sur le plan sécuritaire? Regardez, si vous suivez les pays dans lesquels il y a eu des coups d'État, vous verrez qu'il y a un point commun. Le point commun, c'est ici la volonté des dirigeants de vouloir rester au-delà de leurs prérogatives constitutionnelles.
La RDC est un exemple. Nous avons, oui, certes, battu pavé. Il y a eu beaucoup de sacrifices, il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont quittés, paix à leurs âmes, pour que nous puissions arriver à ce processus pacifique de passation de pouvoir que l'on a connu en 2019. Était-ce le cas dans certains pays? On a vu des dirigeants qui voulaient absolument modifier leur constitution pour s'octroyer un troisième, un quatrième, un cinquième mandat. Par rapport à cela, la population s'est retrouvée avec les différentes armées et il y a eu les coups que l'on a connus. Fallait-il, avec la faiblesse que nous voyons aujourd'hui en Afrique, faiblesse économique également que tout le monde à laquelle fait face aujourd'hui le monde entier. La crise économique, elle est là. Qui pouvait aujourd'hui se lever pour se dire nous allons armer une armée africaine et essayer de mettre de l'ordre dans un contexte qui est celui-ci? Je crois que nous devons comprendre que le chef de l'État a fait la part qu'il avait, et je crois qu'il a très bien fait. Et aujourd'hui, la reconnaissance, elle est là. Et c'est les mandats qu'il a obtenus dans d'autres confédérations africaines. Je cite la CEDEAO ou encore plus près de nous, la Fédération de l'Afrique australe. Donc, le chef de l'État, sceptique, c'est pas à lui d'aller de se lever, d'aller au Mali pour aller mettre de l'ordre, non. Il a condamné, il a fustigé. Il y a eu des équipes qui sont parties pour essayer de prendre langue avec les responsables. Je crois que ça relève de la diplomatie et le président Macky Sall aura à gérer ces dossiers car il y a une continuité dans la gestion de cette Union africaine. Et votre approche de ceux qui ont traité l'Union africaine d'un club d'amis, des buveurs de champagne, je ne voudrais pas citer ces journalistes de la RFI, Juan Gomez, qui l'a dit dans son émission très suivie, pour autant dire que les dirigeants de l'Union africaine, les Africaines plutôt, ne sont pas à la mesure d'apporter des solutions idoines dans leur continent, tout en se référant de la traversée de la Méditerranée. Vous avez une analyse un peu différente de ces... Je ne voudrais pas ici ouvrir un front avec M. Gomez ou RFI, mais nous savons très bien qu'aujourd'hui, la majorité des présidents qui sont en Afrique, qui sont installés dans certains pays africains, sont d'obédience de la France. Si vous voulez qu'on se parle, qu'on se dise des vérités, ben parlons, ouvrons la boîte à Pandore et discutons. Qui sont ceux qui ont soutenu hier contre la volonté de leur peuple certains présidents dans certains pays africains? Est-ce qu'aujourd'hui c'est à nous qu'on devrait faire la leçon? Je ne crois pas. Qui sont ceux qui ont éteint le panafricanisme? Au début des années 60, pourquoi tous nos leaders ont perdu la vie de cette manière-là? Devrais-je remettre ici la table notre héros national, Patrice Emery Lumumba, mis dans un fût d'acide parce qu'il préconisait un certain développement, il préconisait une certaine politique dans laquelle l'Africain devait se retrouver. Non, je crois qu'aujourd'hui, M. Gomez s'est trompé. Nous sommes une génération qui avons compris, qui avons étudié l'histoire de notre pays et de notre Afrique et avons compris qui fait quoi. Et nous ne sommes pas dupes. Je crois qu'aujourd'hui, nous tendons vers une meilleure gestion de cette Afrique, une meilleure gestion de nos patrimoines. Et nous n'allons pas nous laisser faire pour que demain, on se dise que nos dirigeants, je ne crois pas que ce soit le cas en RDC, car celui qui est arrivé en RDC, mon pays, notre pays, a été élu démocratiquement et sa victoire n'a tenu aucune contestation justifiée. Donc aujourd'hui, par souci de vouloir bien faire, qu'on se dise que nos chefs d'État sont ceux qui boivent le champagne, ben bon, je voudrais leur demander, peut-être à ce moment-là, solennellement, d'arrêter de boire du champagne, qu'on retourne vers le vin de palme. Et les Français seront les premiers, comme ils sont les producteurs de champagne, à se plaindre qu'on n'importe plus de champagne en Afrique. Donc il y a moyen de trouver des solutions qui nous aideraient. Je crois qu'ouvrir un front comme celui-là, ce ne serait pas bon. Et par ailleurs, je pourrais dire, est-ce qu'aujourd'hui, les économies européennes sont-elles au firmament, comme pourrait le prétendre M. Gomez? Non, nous sommes dans un combat aujourd'hui d'équilibre. Nous savons que l'Afrique est exploitée, est très mal exploitée. Demain, il faudra qu'elle se relève, que la jeunesse puisse en prendre conscience et que l'on soit dans une situation de win-win dans laquelle ceux qui veulent venir prendre nos matières premières, se retrouvent dans une situation où ils les achètent au prix réel et les transforment sur le terrain de manière à ce que nous puissions former également et surtout nous développer de manière concrète. Ça, c'est notre combat, le combat de notre génération et je tiens à vous dire que nous allons le mener. Alors très bien, le président Tshisekedi a été désigné à l'unanimité par le bureau de l'Union africaine en tant que champion
africain de la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. Ça, c'est un aspect positif. Ça l'est. Vous savez, lorsque vous regardez un pays comme le nôtre, RDC, plus de 450 tribus et ethnies, il y a même certaines ethnies ou tribus dans lesquelles les femmes n'ont pas droit à la parole. Je ne cite pas, mais je crois que ceux qui nous suivent peuvent deviner de quelles sont les tribus où la femme n'a pratiquement pas un mot à dire. Pour lui, c'était les loubas qui ont été taxés en ce sens. Alors, lorsque vous voyez un louba protéger la femme contre, je ne peux pas dire contre sa coutume, ça montre une certaine grandeur d'esprit, parce que nous aimerions comprendre que la femme est tirée de l'homme et la femme est l'équivalent, je peux dire, de l'homme d'une certaine manière. Mais il est important ici de pouvoir l'aider, la protéger et la mettre en confiance de manière à ce qu'elle puisse participer activement dans le processus de développement de toute nation. Regardez aujourd'hui, qui sont celles qui, le matin, très tôt le matin, vont acheter du pain pour nous nourrir? Qui sont celles qui, dans les villages, vont aux champs? Qui sont celles qui, pendant 9 mois, gardent, malgré la conjoncture, bref, élèvent les enfants? Je crois qu'il est grand temps que dans cette Afrique nouvelle, nous puissions nous dire que la femme a droit à la parole, la femme a droit à un espace, et la jeune fille, qui deviendra femme également, au lieu d'être chosifiée, au lieu d'être épousée, comme on l'a vu dans le temps, à peine adolescente, à 11-12 ans, de donner en mariage par les parents, parce que c'est une coutume. Donc je crois qu'il est temps de s'humaniser, il est temps de remettre les choses telles qu'elles devraient l'être. Peut-on dire que le président sénégalais Macky Sall hérite une Union africaine qui a connu des prouesses sur l'ère Tshisekedi à un certain niveau? Aujourd'hui, à cause de ce qu'a été la maîtrise de la gestion de la Covid-19, la salle était pratiquement pleine et tout le monde était assis. Certains n'avaient pas de masque parce qu'ils avaient déjà eu leur vaccination. Donc, je crois qu'il hérite d'une Afrique qui est celle-là, pour laquelle je crois, avec l'aide de son prédécesseur, parce que ça ne voudrait pas dire que du jour au lendemain, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ne pourra plus intervenir. Si, il pourra le faire. Je crois que certains dossiers, le transfert des dossiers se fera de manière progressive. Il sera consulté par par son prédécesseur, pour qu'il puisse l'aider dans la mesure du possible dans la gestion des problèmes qu'il aura à faire face. Oui, Macky Sall hérite d'une certaine situation post-Covid qui semble légèrement meilleure, et nous le souhaitons beaucoup de chance pour son mandat. Le président Tshisekedi a remplacé son homologue du Congo d'en face, Denis Sassou, au niveau de la CEDEAO. Qu'est-ce que l'on peut déjà comprendre de ce que sera son apport ou l'action des grandes envergures, ou soit les missions assignées à la CEDEAO pour faire comprendre à ceux qui nous suivent, qui n'ont pas peut-être aussi accès en ce sens? Vous savez, la RDC est aujourd'hui le second pays le plus large d'Afrique. 2 345 000 km², derrière l'Algérie, nous sommes seconds. Deuxièmement, lorsqu'on parle de l'intégration africaine, lorsqu'on parle de la mobilité des biens et des personnes, lorsque l'on parle de développement, on ne peut honnir la RDC. Près de 100 millions d'habitants aujourd'hui, nous sommes dans le carré des 3 pays les plus peuplés de l'Afrique. Il est important aujourd'hui de comprendre que rien ne peut se faire lorsque nous avons dans ce continent le premier cours d'eau qui est le fleuve Congo, qui part de l'est à l'ouest, lorsque nous avons dans ce pays assez de courants d'eau qui peuvent permettre le trafic ou les échanges de biens et de personnes, le rôle de la RDC est connu. Devrons-nous mettre sous silence les richesses de la RDC? Nous avons les plus grandes réserves en coltan, nous avons de grandes réserves en cobalt, nous avons des grandes réserves en or, en diamant, pétrole et autres matières premières qui feront que la RDC a ce rôle-là, que lorsque nous allons arriver fin déboulonnement du système, comme a dit le chef de l'État, du système Kabila, et que son programme va à ce moment-là être mis en route comme il l'espère, arriver en pleine croissance, ce qui se fera ressentir au niveau de l'Afrique. L'homme qui avait dit que le Congo est la gâchette de l'Afrique n'avait pas vu... Franck Fanon. Merci de me le rappeler, avait vu juste. Je crois que le jour où la RDC va reprendre une croissance à 2 chiffres, l'Afrique
le sentira et le sentira bien fort. Au niveau de l'Union africaine, est-ce qu'il arrive des fois que l'on se dise des vérités en face? Je parle des chefs d'État qui, pour certains, ont violé leur constitution, qui sont au-delà de leur mandat. Est-ce dans leur pourparlers, ces questions étaient au menu des fois? Je n'ai pas eu à assister à ce genre de rencontre, mais j'ose croire, connaissant le chef de l'État dans sa gestion, dans sa manière diplomatique de travailler, qu'il a dû trouver les mots justes à certains moments vis-à-vis de ses pairs qui étaient encore au pouvoir ou d'autres qui l'ont perdu. Lui a trouvé les mots justes sans choquer, de pouvoir dire ce qui était vrai. Vous savez, je l'ai accompagné en 2019 à Addis Abeba, il était l'un des présidents les plus choyés. Tout le monde voulait faire une photo avec lui. Parce qu'il venait d'un système, tout le monde reconnaissait ce combat qui avait été le sien, après celui de son père, et voulait en fait le saluer. Parce que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo incarne l'avènement d'un chef de l'État sans effusion, sans coup de balle. Effusion de sang, il y a eu, parce qu'avant cela, nous nous sommes battus pour arriver à ce qui est des élections, mais sans qu'il y ait coup de balle ou coup d'État. Et cela était rare en Afrique aujourd'hui, surtout en Afrique francophone, que de voir qu'il y a eu des élections et qu'il y a un chef de l'État qui a été élu massivement par sa population. Donc, je crois que, le connaissant, il a eu à dire ce qu'il fallait dire. Bon, maintenant, vous savez, chacun étant chez lui, dans son orgueil ou dans sa prestance de président, va-t-il accepter ce genre de conseil? Souvent, l'on ne l'écoute pas, mais les conséquences sont les mêmes. Vous n'écoutez pas, le peuple réagit et malheureusement, on se retrouve de l'autre côté de l'histoire. Et qu'est-ce que la RDC a gagné du fait que le chef de l'État, le président Tshisekedi, était également président à l'Union africaine? C'est vrai, il vient de passer le bâton. Qu'est-ce que le pays a gagné dans sa prestance au niveau des l'IA? D'abord, c'est le grand retour dans le concert des nations. Son prédécesseur, lui, avait excellé dans l'absence. Joseph Kabila Kabange. Kabange, le sénateur à vie, avait excellé dans l'absence des grandes manifestations internationales. Or, aujourd'hui, vous devrez être vu, vous devrez être là où les choses se disent, où les choses se décident. On a vu le chef de l'État aller à la COP26. La RDC est revenu avec près de 2 milliards de dollars, alors que notre absence aurait pu sûrement ne pas nous permettre de les avoir. Le chef de l'État portait haut l'étendard de la RDC par toutes ces rencontres, je dis, internationales avec l'Europe, avec les États-Unis, la Chine et d'autres pays. Et cela a permis à ce que ce drapeau, qui était longtemps terni, longtemps oublié, la RDC était synonyme du pays des viols, des massacres à l'Est, j'espère qu'on va en parler tout à l'heure, était connu comme le pays de la corruption active, du non-respect des droits de l'homme, de l'arrestation arbitraire des opposants et d'autres personnes. Aujourd'hui, je crois qu'avec le travail qui se fait en interne, qui n'est pas encore terminé, le chef de l'État pouvait, haut et fort de sa stature, relever ce défi en allant rencontrer ses pairs et en discutant, pas seulement de l'Afrique, mais également en mettant la RDC dans ce concert des nations. Sur le plan interne, Félix-Antoine Tshisekedi a totalisé 3 ans, jour pour jour, à la tête de la nation. Ici, la question elle est simple. Son bilan à mi-parcours a suscité une avalanche de réactions dans des salons politiques. Vous, je l'ai dit, vous êtes l'ancien patron de la presse présidentielle. Sans embâche, comment vous trouvez le bilan mi-parcours du président Tshisekedi? J'aimerais vous dire que le bilan effectif commence lorsque le chef de l'État met en place l'union sacrée. Parce que pendant 2 ans, on a tergiversé avec cette union FCC-Cash qui n'a pas permis, cette alliance plutôt, à ce que sa vision politique puisse être mise en pratique. Souvenez-vous de son premier discours, l'État de la Nation, en décembre 2019 au Palais de la Nation. Il citera nommément le ministre des Finances du temps, à l'époque M. Sélé, car d'après le chef de l'État, les choses n'avançaient pas. Il avait l'impression de travailler avec des alliés qui allaient à l'encontre de sa vision. Ce qui l'a conduit en 2020 de faire cette déclaration forte un 6 décembre qui mettait fin
à cette alliance et qui appelait l'Union sacrée. Les Congolais le savent, la volonté était là derrière. Le programme des 100 jours, c'était une volonté manifeste du chef de l'État d'amener la nation vers un développement le plus rapidement possible compte tenu des moyens qu'il avait trouvés. La mégestion encore a freiné et je crois que par souci de justice et souci de transparence, les Congolais ont assisté à des procès télévisés, ont assisté à ce que l'on puisse essayer d'éclaircir dans la mesure du possible ce qui avait été fait. Je le dis encore, 2 premières années perdues, excusez-moi du terme, avec une alliance contre nature, c'est un choix. Vous savez, certains au parti avaient demandé qu'il y ait une chasse aux sorcières. Beaucoup avaient espéré que le chef de l'État, en arrivant en janvier, allait se dire « Bon, la justice, on va reprendre tous les politiques qui, d'une manière ou d'une autre, ont trempé. » Mais lui, il a fait un choix pour dire « Je ne vais pas », c'était son choix, lui. Il a dit « Je ne vais pas agir de cette manière-là, mais au contraire, je vais déboulonner le système. » Oui, ça a pris le temps de déboulonner. Vous vous souvenez encore, la première année, 2019 et encore en 2020, les gens croyaient toujours que Joseph Kabila, sénateur, pourtant sénateur à vie, continuait à être le président de cette République. Il avait une place tellement prépondérante qu'on se disait, oui, le président Félix n'a pas la main mise. Mais il a fallu du temps, il a fallu d'une bonne politique pour qu'aujourd'hui soit mis de côté toute une certaine mainmise qu'il y avait sur l'appareil de l'État, mais également sur l'appareil économique. Donc je reviens à dire que c'est à partir de la vision qui est celle de l'Union sacrée, qui n'est plus une vision ici partagée avec plusieurs, parce que aux consultations, tous les acteurs politiques, socio-économiques ont rencontré, et même la société civile, ont rencontré le chef de l'État et ont pu poser leurs questions claires, parce qu'il leur a clairement défini ce que lui voyait, ce que lui pensait. Et aujourd'hui, cette machine, elle est là, avec le gouvernement des Warriors. Je crois que les résultats sont là. 3,5 milliards en moins d'une année de réserve au niveau de la banque, en termes de change, des chiffres en hausse quant à la production interne. On a vu des projets réussir. Même s'ils sont moindres, on a vu des Koulouna être reformés, devenir des producteurs. Par ailleurs, ils ont été... Les bâtisseurs. Bâtisseurs. Ils ont été payés. Donc on sent ici une volonté du chef de l'État de faire avancer les choses selon son programme. Il a fallu, certes, faire un grand travail qui a changé de majorité au niveau du Parlement pour que les choses puissent avancer. Et la volonté du chef de l'État également, parce que certains vont dire « Ah non, l'on ne croit pas ». Non, le bilan avance. Aujourd'hui, on a une CENI avec des responsables qui, par ailleurs, il y a à peine 48 heures, ont parlé de leur projet pour qu'en 2023, qu'il y ait des élections en temps prévu selon les prescriptions légales. Une CENI contestée, pourtant vous, on pensait que vous, de l'IDPS, vous alliez trouver un compromis à l'amiable, même sous votre temps gouverne, on a senti qu'il y a toujours des dissensions, vous ne savez pas mettre sur la même longueur d'onde avec les opposants. La contestation sera toujours là. Même si vous mettez Dieu le Père ou Jésus-Christ comme gérant de la, excusez-moi d'aller si fort, ou même, bref, il y aura toujours une contestation. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui est important, c'est que les choses se fassent d'une manière régulière. Aujourd'hui, ceux qui pensent ou qui espèrent que l'UDPS ou le candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va ou a mis sur pied un système de tricherie pour qu'il se fasse élire en 2023, je regarde la caméra en disant non, vous avez faux, parce qu'en 2018, il a remporté les élections haut la main, sans gérer, sans qu'il y ait une seule mainmise au niveau de cette CENI. C'est le peuple qui a parlé. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous dénier, nous n'allons pas aller contre ce qui a été ce combat, cette volonté de faire de la RDC un pays où tout le monde est soumis par la loi, un pays où la justice est pour tous, un pays pour lequel nous marchons dans la vérité. Donc je crois que ceux qui aujourd'hui pensent que nous allons faire comme eux, pensent que nous allons tricher comme l'on fait, pensent que nous allons nommer comme eux ont nommé des députés et autres, ce n'est pas notre cas. La volonté du chef de l'État est claire, c'est d'amener ce pays vers un redressement, de ramener que ce pays soit une nation forte et nous allons y travailler avec tous ceux qui veulent voir la RDC évoluer. Monsieur Abraham Lwakabonga, que dites-vous de ceux qui pensent que la lutte du président de la République concernant le détournement des deniers publics semble à un coup d'épée dans l'eau parce que même sous son gouvernement, il y a toujours des gens qui ont détourné?
Vous savez, j'aimerais paraphraser le sénateur à vie. Joseph Kabila, au sortir de ses 17-18 ans à la tête de la RDC, déclare que son seul échec, c'est de n'être pas parvenu à transformer le Congolais. Donc lui, il estimait que dans tous les autres domaines, il avait réussi. Mais il dit son échec, donc il reconnaît, il dit clairement de n'avoir pas transformé le Congolais. Lorsqu'il y a eu un débat dans ce pays, qui n'est d'ailleurs pas terminé, sur excusez-moi le terme, de père et de mère, 100% de père et de mère, le chef de l'État, lorsqu'on lui pose la question, dit ce n'est pas une question d'être 100% de père congolais et de mère congolaise. C'est à la suite de l'expérience qu'il a aujourd'hui en tant que chef de l'État. Le problème, c'est l'homme congolais. Cela fait mal lorsque, moi, membre de l'UDPS, nous avons prôné la justice, nous avons prôné la vérité, nous continuons de la prôner. Lorsque j'apprends qu'un membre de ce parti cher, à Étienne Tshisekedi et aux autres martyrs, se compromet dans des détournements, se compromet dans une mégestion, se compromet dans le non-respect des droits de l'homme, je me pose des sérieuses questions. Et qui reviennent à se dire, mais finalement, c'est quoi l'homme? Quel est le problème de l'homme congolais? Parce que le problème de la RDC, c'est le problème de l'homme. L'homme congolais que l'on a cru que l'Église dite de réveil allait pouvoir transformer, bat de l'aile également. C'est un problème d'homme. Et cela ne nous permet pas d'avancer. Que faudrait-il? Plus de patriotisme? Ou une dose comme certains sont en train de le dire aujourd'hui, faudrait-il une dose de dictature pour faire avancer la nation? On n'en sait rien, mais on se doit de nous regarder en face, de se dire que l'on soit de gauche, que l'on soit de droite, de la majorité ou encore de l'opposition, de se dire on a un problème d'eau au Congo. Ce n'est pas un problème de majorité ou d'opposition. On doit avoir de l'eau régulière aux pompes. On a un problème d'électricité dans la ville et dans les villes désertes. Ce n'est pas un problème de gauche ou de droite. Nous devons nous battre pour. On a un problème d'accès aux soins de santé. Nous devons le faire. Il y a des domaines, que dire, sans oublier l'instabilité que nous avons à l'Est. Ici, ça ne dépend pas des uns et des autres. Chaque Congolais doit se dire, à chaque fois qu'il y a une âme, à chaque fois qu'il y a une personne qui tombe meurtrie, c'est notre frère, c'est notre soeur que nous perdons. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble sur les grands sujets comme cela? L'accès à l'éducation pour les enfants. Pourquoi certains vont-ils jusqu'à combattre la gratuité de l'enseignement? C'est à se poser des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas content de voir qu'il y a 6-7 millions de Congolais, d'enfants qui vont à l'école, quand bien même les conditions ne sont pas encore parfaites, mais travaillons pour qu'il y ait des écoles construites. Et lorsqu'on vous donne ces moyens pour construire ces écoles, faites-le. Ne détournez pas cet argent impunément pour qu'on se dise « ça ne va pas ». Donc je reviens à dire, le chef de l'État a pointé du doigt. À Goma, il a dit clairement, nous avons encore des problèmes avec la justice. Mais ça revient à l'homme qui est le justicier congolais, qui est soit juge ou qui a une fonction prééminente, de se dire « est-ce que je suis en train de lire la loi ou je vais contre la loi pour des intérêts qui sont les miens ?» Donc il y a des efforts à fournir et je crois que nous allons y aller progressivement. Si vous posez des questions, on vous dira aujourd'hui à l'IGF que c'est vrai, détournement il y a, mais les chiffres ont quand même sensiblement baissé. Nous n'en sommes pas encore à zéro. Je ne sais pas si on pourra atteindre cela, chose impossible, mais je crois que nous devons drastiquement arriver à réduire à 50, à 60% ce qui est détourné dans les poches des gens ici en RDC, qui permettra de pouvoir développer le pays de manière efficace. Vous avez cité en passant l'Est de la RDC. Peut-on dire que l'état de siège décrété par le premier citoyen de la RDC est un succès du moment où, au niveau de la Chambre basse du Parlement, les élus de la partie Est disent que rien ne va sur terrain avant l'état de siège est égal pendant l'état de siège? Je vais paraphraser le président Mbosso, qui a dit à ses collègues... Pardon? Les groupes armés, c'est les slogans d'Mbosso. Oui, mais il n'a pas. C'est pas un slogan devant hors hémicycle. Il l'a dit dans l'hémicycle. Sur base de quoi a-t-il pu faire cette grande déclaration? Je crois que M. Mbosso, 75 ans ou un peu plus, n'a pas un problème quelconque. Mais s'il a pu le dire, c'est qu'il a certaines informations qui sont relayées, que le chef de l'État a également eues.
Aujourd'hui, qui ne sait pas que, certaines des milices, certains des troubles qui sont causés à l'Est de la République le sont par des gens qui sont à Kinshasa, des politiques et des non-politiques, pour des intérêts pécuniaires. Parce qu'in fine, il faudrait qu'on se le dise. Le problème que nous avons à l'Est, c'est parce qu'il y a des matières premières de première qualité. C'est à l'Est de la République que l'on a vu des petits porteurs atterrir et remonter avec nos matières premières, certaines pour lesquelles nous n'avons pas encore de nom, que nous ne connaissons pas. Donc je crois que le problème de l'Est ici, qui a duré plus de 2 décennies, si ce n'est pas 3, ce n'est pas en 6 mois que nous allons le juguler. Et le chef de l'État l'a dit, ça prendra le temps que ça prendra. Alors, ceux qui, aujourd'hui, ne parviennent plus à faire ce qu'ils faisaient hier, c'est-à-dire faire sortir des matières premières par les frontières poreuses et tout cela, se rendent compte qu'il y a une présence militaire et que l'on contrôle. C'est maintenant que l'on commence à saisir des tenues militaires, on saisit des armes, on trouve même, vous vous souvenez, cette semaine, on a arrêté un responsable administratif d'une cité qui pourtant avait un rôle prédominant dans une cité, mais qui est de connivence avec ceux qui troublaient cette même ville-là. Donc il est important qu'on se dise, ça va prendre le temps que ça va prendre. Merci à nos FARDC, merci à tous ceux qui sont sur le terrain, qui ont donné leur sacrifice pour qu'il y ait la paix. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Nous devons conjuguer nos efforts, les pousser, prier pour eux, leur donner les moyens pour que, une fois pour toutes, on puisse pacifier cet Est, dont je vous rappelle, depuis le temps de Mobutu, on a toujours eu des problèmes à l'Est de la RDC et le peuple congolais devrait le savoir. Il faudrait dire que les gens qui sont l'état de siège, ils sont complices quand vous faites et tout de même référence à ce qu'a dit le président Mbosso, leur demandant de quitter les groupes armés, qu'il avait des infos. Mais s'il a les infos, pareil, pourquoi ne pas saisir des instances compétentes pour les dénoncer? Parce que ce sont des gens qui, d'après ce qu'on attend, sèment la terreur et la désolation. Je crois que les choses vont venir. Vous savez, une chose est entendre une rumeur, l'autre c'est d'avoir les preuves. L'état de siège a donné un pouvoir spécial aux animateurs qui le font. Et par ailleurs, je regrette parce que lorsque ceux-là vous disent dans les villes dans lesquelles l'état de siège est de mise, on ne manifeste pas. La population se lève quand même pour se dire on va manifester contre X, Y. On vous dit on ne va pas le faire. Pourquoi? Les mouvements de foule. Aujourd'hui, cette guerre qui nous est imposée, qui n'est pas une guerre normale, saviez-vous, et je crois que les Congolais peuvent le dire, aujourd'hui, lorsqu'on vous parle de bombes qui éclatent dans une ville, est-ce que cela est quelque chose que nous avions connu dans ce pays? Qui nous amène cette nouvelle manière de vivre? Plus d'une cinquantaine de morts dans un camp de réfugiés, là où ils sont censés être protégés. On va faire des tueries dans ce genre de camp. Souvent, vous verrez que certaines, j'allais citer ici, mais je crois que je vais me garder de le dire, il nous faut une volonté. Il nous faut une volonté. Et la volonté, c'est de tous citoyens congolais qui se disent « Oui, j'ai œuvré dans les milices, je vais déposer mon arme, je voudrais être réinséré dans la société. » C'est important, le chef d'État l'a dit d'ailleurs, c'est un programme qu'il faut encourager parce que les jeunes qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de travail, se disent quoi? Je préfère aller en forêt, être engagé dans une milice, travailler l'or, le diamant qu'on me vendra, ou le coltan, ou encore une autre matière pour laquelle on me paiera, et encore si l'on me paiera. Ou on me dira, prends une arme, va tuer ton prochain. Bref, c'est un paradigme qu'il faut changer. Et je crois qu'il y a une volonté ici du chef de l'État qui a été même contraint à aller rencontrer un pays voisin, dont certains disaient qu'il était partie prenante à ce qui se passe en RDC pour que nous puissions trouver une paix. Je crois qu'ici, nous devons comprendre la volonté du chef de l'État, l'appuyer, parce que ce n'est pas en un jour que cette guerre a pris cette ampleur, et ce n'est pas non plus en moins d'une année que nous allons trouver les solutions. Regardons les chiffres. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a certaines villes qui sont pacifiées? C'est ce qu'il faut dire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un retour de populations qui s'étaient enfouies qui avaient fui dans les villages, qui avaient laissé leur village vide, qui avaient fui dans les forêts? Sont-elles revenues? C'est le travail qui doit être fait. Ça prend du temps, oui, mais nous y arriverons, car Dieu nous a fait cette promesse. IDPS a comme idéologie social-démocratie. Le peuple d'abord, c'est un slogan devenu comme l'hymne national, mais sur le plan social, c'est comme si le président Tshisekedi n'a pas amené son pays à Eldorado.
Un Eldorado, j'aimerais vous dire, cher ami, après avoir vécu 15 ans aux États-Unis, lorsque la grande crise arrive avec l'avènement de M. Barack Obama, président de la République, en 2008, ce n'est qu'après son mandat, après son premier, ces 4 premières années que l'on a commencé à ressentir les grandes décisions prises, les grandes réformes qui étaient prises. Le chef de l'État l'a dit clairement, ayant évalué mieux que vous et moi la situation politique dans laquelle le pays se trouve, qu'il avait besoin d'un second mandat pour qu'il puisse accomplir son rêve politique. Les chiffres sont quand même là, quand bien même on n'y est pas encore. Covid-19 et ses effets. Je vous donne des chiffres, ayant vécu aux États-Unis, je suis en RDC, c'est vrai, première nation économique, mais il y a certaines grandes sociétés aux États-Unis qui ont fait faillite, qui ont disparu. Il y a des millions d'emplois qui ont été perdus aux États-Unis. Je peux vous citer ailleurs aussi, Europe et ailleurs, et dans certains pays africains. Le chef de l'État hérite d'un pays qui, en moins d'une année, tombe dans ce problème global, économique, qui fait que le monde entier doit adopter de nouvelles stratégies pour que nous puissions tous redémarrer. Et ce n'est pas encore fini. Dans cette conjoncture difficile, je me souviens avoir entendu la ministre du Plan du gouvernement Ilukamba demander 2 milliards de dollars de relance, qu'il a été difficile de pouvoir acquérir pour redynamiser l'économie. Mais je crois, connaissant la volonté du chef de l'État, voyant aujourd'hui le programme structurel qui sera mis en place de 145 territoires, qui est déjà pratiquement dans une phase prête à être lancée, je crois qu'avec ce programme des 145 territoires, qui est un plan conçu par les Congolais, vu par les Congolais eux-mêmes, et non une volonté issue de l'extérieur, avec l'expertise que nous avons aujourd'hui d'une meilleure gestion après ce que les programmes du 100 jours nous ont entraîné, je crois que cette fois-ci, aux Congolais, il y aura création d'emplois, aux Congolais, il y aura une transformation de leur vie, de leur cité, une amélioration des conditions de vie, parce que, je le dis encore, 145 territoires vont pouvoir bénéficier d'un montant assez conséquent qui devrait permettre la construction d'édifices, la construction d'infrastructures, la construction de ce qui manquerait dans un premier temps, et cela aura un impact direct dans la vie des Congolais. Mais parlons également de certains projets qui ont été ici lancés par le chef de l'État, qui devraient être producteurs d'emplois. Banana, qui a été lancé avec le port en eau profonde, et d'autres projets, l'amélioration même de notre infrastructure routière aujourd'hui. Il vous prend de Boma à Kananga, 48 heures, en véhicule, alors que dans le temps, il fallait peut-être une semaine, si pas 2, pour pouvoir l'atteindre. Tout ceci se fait sous l'ère de Félix-Antoine Tshisekedi. Il y a une volonté que le peuple puisse l'accompagner dans ce processus, et nous espérons pouvoir atteindre le résultat décent. Je reviens à dire, souvenez-vous, le gouvernement l'année dernière a pris la décision de réduire les prix des produits alimentaires. Ça a été une guerre avec la Fédération des entrepreneurs du Congo, jusqu'à ce que l'État lui-même se mette à acheter des denrées alimentaires pour pouvoir nourrir la population. Donc ici, ceci démontre que le chef de l'État a ce souci, et que le peuple d'abord n'est pas un slogan vain. Le peuple d'abord se vit, car celui qui incarne cela, j'aimerais vous dire, vit toujours dans un pavillon de 2 chambres à l'Union africaine, dans la ville de Kinshasa. Il ne vit pas dans un château doré. Le chef de l'État vit cela de lui-même. Je vous rappelle, c'est le même chef de l'État, au cours d'un voyage, est revenu remettre à la caisse nationale le surplus d'argent qu'on lui avait donné. Et je crois qu'il continue à le faire, même si aujourd'hui, on n'en parle pas. Donc, il est important de savoir que cela n'est pas un slogan pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au contraire, c'est une volonté qu'il doit matérialiser, car il a intérêt, lui qui est le digne fils du Sphinx que nous avons tous perdu. Y a-t-il eu développement dans ces pays depuis que le président Tshisekedi a accédé au pouvoir? Oh oui, il y a développement. Ne croyez-vous pas qu'il y a des personnes qui touchent un peu plus d'argent qu'avant? Les gens disent que l'argent ne circule pas. L'argent qui circulait en majorité, c'était de l'argent qui était volé, pillé tous les jours. Mais les vols, qu'est-ce qu'on n'entend pas par les vols? Il y en a toujours. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on entend les vols et il y a des arrestations, il y a des remises de cet argent. C'est ça le plus important. Mais pourquoi ce n'est pas communiqué quand il y a remise d'argent? C'est là aussi le problème.
quand il y a remise d'argent, il n'y a pas de communications qui sont faites en ce sens pour mettre le peuple souverain au parfum de ce qui est fait. Vous savez, j'ai entendu certains de vos confrères critiquer l'action de l'inspecteur général que je salue au passage, Jules Alinghetti, qu'il parle un peu trop. Mais c'est tout à fait normal. C'est lui qui voit, qui contrôle toutes les dépenses et qui peut nous dire si les choses vont correctement. Aujourd'hui, certains veulent se plaindre, ah, le ministre des Finances parle aussi. C'est normal, c'est lui l'argentier. Aujourd'hui, que l'on accepte que la RDC est en train de se relever, qu'aujourd'hui, la RDC, financièrement, est mieux gérée qu'avant. Les preuves sont là, 3,5 milliards en termes de mobilisation d'échange, des recettes d'exploitation meilleures, et par ailleurs, un bilan, c'est la première fois que nous allons vers un bilan de 10 milliards. Donc, prévision budgétaire 2022, assez conséquente. Pourquoi? Et ceux-là qui aujourd'hui nous critiquent, qui ont hier géré, je ne voudrais pas les citer ici, qui avaient à peine 1 milliard de budget, veulent nous faire des remarques alors que nous sommes passés dans le même pays à 10 fois plus. Le chef d'État Félix Tshisekedi traité d'un président prometteur, autant des promesses. Les analystes proches de l'opposition disent qu'entre les dires de Tshisekedi, le chef de l'État, et l'accomplissement, il y a comme le jour et la nuit. Je voudrais dire à ceux-là qui ont promis les 5 chantiers et la révolution à la modernité, et qui ont eu 17 ans à gérer la RDC, si ce n'est la détruire, que nous n'avons pas de leçon d'apprendre d'eux. Ce sont vos modèles, parce que vous les citez très souvent, ou bien vous voulez vous cacher derrière eux? La majorité d'entre eux sont encore à l'extérieur, tout simplement parce que le chef de l'État n'a pas fait une chasse aux sorcières. S'il y avait une chasse aux sorcières, j'aimerais regarder la caméra et dire, la majorité d'entre vous qui parlez beaucoup, vous êtes trempés dans des dossiers ici, vous seriez à Makala ou à Bouloua, bref, Ango ou ailleurs dans une prison, en train de méditer sur les actes que vous avez commis. C'était une volonté du chef, il a préféré ne pas aller dans ce sens-là, mais nous n'avons aucune leçon de gestion d'apprendre de ces gens-là. Vous étiez journaliste en Europe, je parle souvent de votre contrôle, l'ancien président, l'ancien plutôt, comment on dit, patron de la presse présidentielle. On entend dire que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'est pas bien entouré. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce qu'on entend. Je vous pose cette question parce que vous maîtrisez l'entourage du chef de l'État. Vous étiez à ses côtés, vous y êtes toujours parmi ces héros dans l'ombre. Dites-nous, le président est-il bien entouré, oui ou non? Vous savez, c'est une question délicate. Lorsqu'on vous confie une tâche, vous devez faire votre part. Je parlerai en termes de production. Et en termes de production, il doit y avoir une évaluation. Je ne pourrais pas dire aujourd'hui que tous sont excellents, non. Le fonctionnement nous a fait comprendre qu'il y en a qui sont excellents, il y en a qui le sont moins, il y en a d'autres qui doivent absolument partir. C'est ce que je peux vous dire. Et là, le chef sait ce qu'il doit faire. Je ne peux pas dire aujourd'hui dans l'absolu qu'autour du chef de l'État, tout le monde il est savant. Non, il y a des excellents, il y a des bons, et il y en a qui doivent également partir. Peut-être qu'ils n'ont... Le volume de travail est trop fort, peut-être que le rythme de travail est trop élevé, peut-être, mais un remaniement est chaque fois nécessaire pour qu'ils puissent rebooster, redynamiser les troupes, c'est important. Vous faites partie également de la diaspora congolaise. Et c'est vous qui êtes vilipendé, vous, de la diaspora, aux côtés du chef de l'État. C'est vrai, vous êtes quelqu'un de très sobre dans votre allocution de tout à l'heure. Peut-on dire que l'apport de la diaspora congolaise, elle est minimisable auprès du chef de l'État? Je crois que c'est un... D'abord, ceux qui critiquent la diaspora, ça voudrait dire qu'ils critiquent le chef lui-même. Le chef vient de la diaspora. C'est lui que vous ne voulez pas? Je regarde la caméra. Qu'on n'aille pas dans ce sens-là. Nous avons pu bénéficier d'une grâce personnelle, des fois venant de nos parents, qui nous ont envoyés en Occident. Était-ce par notre volonté d'y aller? J'en sais rien. Mais il y en a qui ont souffert leur séjour à l'extérieur. Vous savez, on n'est pas né sous la neige. On n'est pas né dans ces conditions-là. Vous passez dans les rues, on vous traite de sale noire et autres. Je peux vous montrer l'autre côté qui dure jusqu'à présent. Vous le voyez même dans le sport, tel que le football
où des stars se font massacrer et ne sont pas aimés. Ça, c'est l'autre côté dont on ne vous parle pas. Parce que le Congolais ne voit que diaspora, ne voit que fête. Qui n'a pas connu? Mais je regarde la caméra en disant, qui d'entre vous, s'il avait eu la possibilité de partir en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs en Chine, aurait dit non? Je ne crois pas. C'est un problème d'opportunité, car ceux qui ont l'opportunité, d'ailleurs, lorsqu'ils ont les moyens de quitter la RDC, que fait un Congolais quand il a un peu d'argent? Cherche un passeport pour aller à l'étranger. Nous, nous y avons été, c'est une grâce. Nous avons vu ce que nous avons vu. Et ce que nous avons vu, c'est ce qui nous amène à ce que nous puissions nous dire, tiens, on a vu par exemple qu'en Europe, il n'y a pas un policier à un coin de rue, il y a un poteau qui toutes les 30, les 60 secondes, 70 secondes vire au vert pour qu'il y ait un passage parce qu'on a étudié le nombre de véhicules qui puissent passer. Préconisons cela. Ah, mais si on le fait, on va avoir un problème de policiers, on n'aura pas engagé. Bref, on va se retrouver dans une certaine dualité. Qu'on ne fasse pas le procès de la diaspora ici. J'aimerais rappeler, le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, diaspora? Non. Le premier ministre Ilunkamba, diaspora? Non. Le président du Parlement à l'époque, Mabunda et autres, Parlement? Non. Du Sénat? Non. Qu'on arrête ici. Le chef d'état-major, diaspora? Et ceux de la justice? Qu'on arrête sur peut-être une vingtaine de personnes ou 30 qui ont aussi fait un combat à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Il y en a qui veulent nous faire croire. Moi, lorsque quelqu'un me dira, mais Abraham, vous n'avez pas combattu comme nous, j'ai dit, écoutez, arrêtez un peu. Arrêtez. On a fait un combat d'ensemble. Qui allait dire aux droits de l'homme, qui allait dire au Parlement américain, au Congrès américain, ailleurs, que ça se passait mal en RDC, si on ne devrait pas faire ce travail-là? C'est un travail complémentaire. Aujourd'hui, nous y sommes, avançons. Mais regardons, les plus grands détourneurs qu'on a connus sous les 3 ans du président Félix Antoine Tshisekedi, sont-ils tous de la diaspora? Si vous me répondez par l'affirmative, je vous dirais, ok, je comprends. Or, aujourd'hui, les grands champions qui ont tapé dans les caisses ici n'ont rien à voir avec la diaspora. Donc, que l'on arrête. Et la diaspora, nous sommes aussi Congolais. Quand on vous envoyait l'argent par Western Union, ça c'était bon. C'était nos souffrances, nos petites économies qu'on faisait pour aider nos familles qui étaient en RDC. Donc on arrête avec cette division de faire croire que la diaspora est responsable. Responsable de quoi? Est-ce que c'est elle qui a l'ensemble de l'économie, de la gestion de ce pays? Non. Donc aujourd'hui, si elle est revenue, c'est de son plein droit qu'elle soit revenue en RDC. Et je crois, et là j'aimerais vraiment lancer un message pour que ceci s'arrête une fois pour toutes. Ce n'est pas correct, ce n'est pas bon. Ceux qui sont partis à l'extérieur ne sont partis pas par leur volonté, mais parce qu'il y avait une situation qui n'allait pas. Ceux qui sont restés, je dis bien, et je pèse mes mots, la majorité d'entre eux, ce sont ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de sortir. La majorité de tout Congolais qui termine ses études, il a envie de faire un master ou autre chose, il se tourne vers l'extérieur. Et Zatepo Bimate, Kelelo diaspora comme Amabé. Bongote. Abraham Lwakabonga, je rappelle que vous êtes l'ancien patron de la presse présidentielle. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli chez vous. À tous et à tous, c'était un plaisir de vous présenter ces numéros avec une nouvelle tête d'affiche. Prenez rendez-vous avec nous sur la même chaîne. À toutes et à tous, à très vite.